suis super heureuse de vous retrouver en ce lundi, puisqu'avec vous, j'ai envie d'aborder un sujet extra important, qui est celui de la procrastination. Alors tenez-vous prêts, tenez-vous prêtes, puisque j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur et vous donner mon angle de vue et mon point de vue par rapport à cette notion qu'on entend tellement partout, mais qui, moi, me désespère par rapport à ce qu'on en dit sur Internet, etc., puisqu'on va souvent omettre de parler du fonctionnement du cerveau. À la fin de cette vidéo, vous allez voir à quoi moi je ressemble lorsque je procrastine, lorsque j'ai pas envie de faire quelque chose et lorsque j'ai vraiment pas envie d'y aller. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et dispersez le savoir autour de vous pour des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Allez, c'est parti. Alors, la procrastination, c'est quoi? Disclaimer, les amis, la procrastination n'est pas une maladie. La procrastination n'a rien à voir avec la paresse. La procrastination n'a rien à voir avec la fainéantise. C'est beaucoup plus profond et bien plus subtil que ça. La procrastination a quelque chose à voir avec ce qu'il se passe dans notre tête et c'est ça que j'ai envie d'approfondir avec vous. Et vous allez voir, vous allez vous y reconnaître. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce que je vais vous décrire dans cette vidéo. Donc, la procrastination, c'est quoi? C'est le fait de différer des décisions, c'est le fait de différer des choix, c'est le fait de repousser, de retarder quelque chose que vous savez que vous devez faire parce que c'est important, mais vous le faites quand même pas. C'est le fait de dire oui, je dois, je sais que je dois, mais non, je le ferai demain, je le ferai la semaine prochaine, je le ferai lundi, je commencerai en janvier avec la nouvelle année, je commencerai en juin avec l'été. Je commencerai à la date de mon anniversaire. C'est des espèces de résolutions qui restent comme ça dans l'ordre de la pensée pour pouvoir matérialiser ce qui reste de l'ordre du rêve. C'est quoi la procrastination? Pour moi, c'est le fait de remettre à plus tard une tâche qui nous paraît aujourd'hui plus lourde que ce qu'on décide de faire à la place. C'est-à-dire que je dois remplir ma fiche d'impôt, ça me plombe mon énergie, je suis pas motivée, j'ai pas envie, c'est lourd, ça me paraît lourd. Donc, je préfère aller gratouiller la saleté derrière le frigo ou magasinière ou mes aérations ou nettoyer mes plaintes. En tout cas, je préfère aller nettoyer les fientes de pigeons parce que ça me paraît beaucoup moins lourd que faire ma fiche d'impôt. Mais je vais approfondir pour que vous compreniez bien pourquoi les choses vous paraissent lourdes et pourquoi vous ne passez pas à l'action exactement. Alors, sur Internet, on va vous parler de procrastination, des 5 secrets pour arrêter de procrastiner, de ce que vous devez absolument faire pour contourner la procrastination. On va vous donner des fausses solutions du type, bah ouais, mais c'est juste une question d'organisation. Ouais, mais c'est juste une question de temps. Oui, mais c'est juste une question de gestion du temps et une question de gestion de ton planning. Oui, tu dois juste mieux t'organiser le matin, te faire des to-do list. Oui, mais non, 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 non. C'est juste une question de rien du tout. C'est juste une question de compréhension du cerveau. Donc, ne tombez pas dans les pièges des fausses solutions. Oui, mais tu dois. Arrête, sérieux, je dois me bouger. C'est ça que tu es en train de me dire que le secret pour contourner la procrastination, c'est que je me bouge, c'est que je me lève de ma chaise et que juste je mette des actions en place. Sérieux, j'y avais pas pensé. Mais merci, merci. Mais je me bouge comment? J'arrive pas en fait. C'est ça que je te dis. Il faut comprendre ça. Moi, je préfère me pencher sur le côté neurosciences, sur le côté fonctionnement du cerveau. Pourquoi? Parce que les neurosciences déjà nous disent que la procrastination n'est pas une maladie. Donc déjà, on va sortir de ce truc et une inhibition qui est due à nos pensées, à nos croyances, à nos peurs et tout ça, tout ça. C'est quelque chose de l'ordre du cognitif, de l'ordre de la pensée. Je suis inhibée dans la tâche que j'ai pas envie de faire parce que j'ai une pensée inhibitrice. Les neurosciences nous disent bien que c'est de l'ordre du comportement cognitif. Pourquoi? Parce que le cerveau, maintenant, on le sait, il cherche du plaisir immédiat. Mais quel plaisir immédiat vous allez trouver à aller nettoyer des chiottes ou aller faire votre linge ou remplir une fiche d'impôt? Sérieux, il y a du plaisir immédiat là-dedans? Non, il n'y en a pas, donc le cerveau ne veut pas y aller. Le cerveau veut activer le système de la récompense, le système du moindre effort et le système de la récompense. Je ne veux pas faire d'effort, mais je veux avoir une récompense. C'est ça, c'est comme ça. Les neurosciences nous disent que dans la procrastination, on est dans un combat perpétuel. Le cerveau limbique est en train d'essayer de boxer le cortex frontal et vice-versa. On ne sait pas qui va remporter le combat. L'un dit noir, l'autre dit blanc, l'un dit rouge, l'autre dit jaune. L'un va à droite, l'autre veut aller à gauche. Et tant que vous ne sortez pas de votre limbique, vous restez dans vos pensées inhibitrices.
C'est ce qu'on appelle une désharmonisation du cerveau. Le cerveau est composé de plusieurs zones, de plusieurs parties qui doivent être en harmonie pour œuvrer dans la même direction. C'est un peu comme du team management, du team building, c'est un peu comme une équipe au travail. On doit les réunir et on leur dit, OK, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, mais on a un but commun, c'est d'aller vers là. Ben là, le cerveau, il n'est pas d'accord, et notamment la partie limbique n'est pas d'accord avec le cortex frontal. Donc, il n'y va pas. Donc voilà, les neurosciences nous disent clairement que ce qui se cache derrière la procrastination, c'est des peurs et évidemment des croyances aussi, puisque tout ça est lié. Mais c'est des peurs qu'on appelle les peurs inhibitrices. Elles nous inhibent. Les peurs sont quoi? Elles viennent à la base d'une pensée. J'ai eu une pensée, j'ai eu une croyance, elle m'a créé une peur et cette peur va m'inhiber. Donc je préfère stagner plutôt que d'avancer parce que je préfère rester dans la peur de, je préfère affronter cette douleur-là plutôt que d'affronter la douleur du passage à l'action. En fait, c'est une question de est-ce que la douleur du passage à l'action est plus grande que la douleur de rester là à stagner dans mon canapé devant Netflix? C'est quoi la plus grosse des douleurs? Donc le cerveau va avoir tendance à éviter la grosse douleur parce que il veut le chemin du moindre effort. Le cerveau, à la fois, il ne veut pas s'ennuyer, il veut faire des choses, mais en même temps, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il veut faire des choses sans faire trop d'efforts, mais qui lui rapportent beaucoup en termes de récompense. Je vais vous lister quelques peurs, comme ça vous allez voir que vous êtes dans ce schéma-là, même si aujourd'hui c'est inconscient et que vous ne vous en rendez pas forcément compte. Ce qui m'empêche, moi, de faire quelque chose, et moi je suis vachement là-dedans, c'est la peur de l'imperfection. C'est-à-dire que pour vous tourner une vidéo comme celle-ci, je peux mettre des semaines et des semaines et des semaines. C'est pas une question de pas avoir la capacité, c'est pas une question de pas avoir le contenu, c'est pas une question d'avoir peur de pas savoir quoi dire parce que j'ai plein de choses à vous dire. Mais j'ai peur que ce soit pas parfait. J'ai peur d'oublier des trucs. J'ai peur de regretter d'avoir laissé un truc de côté. J'ai peur que ce soit pas assez clair. J'ai peur que ce soit pas assez parfait. J'ai peur que le format ne soit pas cool. J'ai peur de pas être en forme. J'ai peur de pas être dans l'énergie. Voilà. Donc, l'imperfection. L'imperfection est une peur inhibitrice. Il y a la peur d'échouer. Il y a aussi la peur de réussir. Supposons que j'ai un gros projet à mettre en place, un projet académique, un projet professionnel, mais que dans ma famille, personne n'a eu son bac. Eh ben, par loyauté familiale, et c'est complètement inconscient, il se peut que j'ai la peur de réussir parce que je vais être rejetée par une certaine partie de la famille, par exemple. Alors, vous pouvez ricaner là derrière et vous dire, mais n'importe quoi. Il faut réussir, puis c'est trop bien de réussir et tout le monde doit se réjouir pour vous quand vous réussissez. Non, c'est pas forcément le cas. Il y a la peur de faire des mauvais choix, de prendre la mauvaise décision. Il y a la peur de l'erreur, de commettre des erreurs, de se tromper, de se planter de chemin. Il y a la peur de faire des efforts vains. Vous savez, on est dans une société qui ne valorise pas l'effort. Donc, faire des efforts sans trop de résultats comme on se l'est imaginé, eh ben, ça crée une peur inhibitrice. J'ai pas envie de faire des efforts vains. Le problème, les amis, c'est que vous ne saurez jamais où vos efforts vont vous mener. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'en faisant des efforts, vous allez arriver quelque part. La procrastination ne vous mène nulle part. Il y a aussi la peur de ressentir des émotions désagréables, d'être dans l'inconfort. La peur, moi, j'avais cette peur d'être fatiguée. C'est-à-dire que je veux travailler, mais j'ai peur d'être fatiguée et que le lendemain, je ne puisse pas m'occuper de mes enfants, passer du temps avec eux, être active et productive à la maison. Donc, il y a cette peur-là, par exemple, euh, la peur de ressentir des émotions désagréables. C'est-à-dire que quand je sais que je dois travailler sur mon ordinateur et que je dois être là, bloquée sur une chaise devant mon écran, moi, ça me crée une peur parce que j'ai peur de ne pas être efficace et productive à d'autres endroits parce que si je suis là, je suis pas là-bas. Et moi, j'ai aussi besoin d'être là-bas parce que je suis quand même quelqu'un d'actif. D'ailleurs, petite parenthèse, quand je vous disais que la procrastination n'a rien à voir avec la paresse et la fainéantise, sachez que d'ailleurs, les personnes qui se retrouvent à se sentir mal à cause de la procrastination, c'est des personnes qui sont généralement super extra, voire hyper actives. C'est pour ça qu'elles ne se sentent pas bien. Mais les personnes qui ont l'habitude d'être passives et d'être dans l'inactivité, elles ne vont pas se sentir mal de procrastiner. Il y a aussi la peur de dépenser trop d'énergie, d'investir trop de temps dans quelque chose ou de perdre son temps, la peur de manquer d'argent, la peur de perdre son argent. Donc vous voyez, il y a une peur du manque là, quelque chose, la peur de perdre quelque chose ou la peur de manquer de quelque chose. Si j'ai une formation, j'ai envie de faire une formation,
qui coûte quelques milliers d'euros, je peux la procrastiner, cette formation, et ne pas passer à l'action parce que j'ai peur de manquer d'argent, parce que j'ai peur que mon argent parte dans n'importe quoi, parce que j'ai peur de ne pas avoir les résultats qui sont à la hauteur de mes investissements, etc. Donc, je vais procrastiner. Mais au fond de moi, j'ai envie de faire cette formation, j'ai envie d'aller dans cette direction, mais j'ai une peur inhibitrice. Il y a aussi la peur du jugement, la peur de la critique. Je vous en ai parlé dans cette vidéo quand je vous disais que j'ai mis 8 ans à créer cette chaîne YouTube, alors que pendant 8 ans, j'avais des choses à vous dire, des choses à vous partager, des choses à vous transmettre. Donc, pourquoi j'ai mis 8 ans à créer cette chaîne YouTube? C'est parce que je me disais que j'allais être jugée, que j'allais être critiquée, que je n'avais pas assez de choses à vous dire. Donc, la peur de l'imperfection, la peur de ne pas être intéressante, la peur que mes sujets n'intéressent personne, la peur d'être mal vue, la peur d'être rejetée. C'est tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il y a des peurs qui sont inhibitrices et qui sont forcément liées à des croyances, parce que quand on a peur d'être critiqué, c'est qu'on pense qu'il faut rentrer dans un moule, d'être dans telle ou telle case, bien mettre les ronds dans les ronds et les carrés dans les carrés pour être accepté par la société. Donc, tout ça est lié. Il y a la peur aussi de commencer quelque chose qu'on ne finit pas. Clairement, tenir une chaîne YouTube, tenir une vidéo par semaine, si j'étais restée dans ma peur inhibitrice, je serais encore en train de procrastiner cette chaîne. Donc, la peur de pas aller au bout, la peur de pas tenir son engagement, moi, c'est des peurs qui sont vraiment vivantes en moi. Quand je m'engage, je veux aller au bout et je veux tenir ma parole, je veux tenir ma promesse. Donc forcément, comme j'ai cette valeur-là et ces principes-là que je veux absolument respecter parce qu'ils font partie de mon socle, bah forcément, à chaque fois que je dois m'engager quelque part, je vais avoir peur de ne pas réussir à aller au bout de mon engagement. Il y a aussi la peur d'avoir à avoir des responsabilités, les amis. La peur de gravir des échelons et d'avoir plus de responsabilités. La peur d'aller sur un nouveau poste de travail qui mène à beaucoup plus de responsabilités. Il y a aussi la peur de la liberté. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent être libres, mais quasiment tous ont peur d'être libres. Pourquoi? Parce que la liberté veut dire que je peux faire, je suis maître de mes décisions, je suis maître de mes choix, je suis leader de ma vie, donc je suis responsable de ma vie. Je ne peux rejeter la faute sur absolument personne. Être libre, ça veut dire ne plus avoir d'excuses. Donc, il y a cette peur-là. Il y a des gens qui préfèrent procrastiner et stagner pour avoir des excuses, le temps, l'argent, les enfants, le mauvais temps dehors, les 24 heures dans la journée qui sont pas assez, oui, la fatigue, les tâches, la famille, le si, tu sais, moi. Et du coup, ils vont avoir tendance à procrastiner parce que cette notion de liberté, eh ben, elle les pousse à se responsabiliser et c'est beaucoup, beaucoup plus facile de se victimiser que de se responsabiliser. Donc là, je vous ai cité quelques peurs qui poussent à la procrastination. C'est des peurs inhibitrices. Donc la peur, c'est quoi? C'est la pensée, c'est de l'ordre du cognitif. Ça n'a absolument rien à voir avec juste le fait de vas-y, lève-toi de ta chaise et bouge et fais quelque chose. C'est au-delà de ça, c'est de l'ordre du fonctionnement neuronal. Donc, les neurosciences nous disent que la procrastination est liée à nos comportements, donc le comportement cognitif. Mais vous savez, la procrastination, quand on procrastine, c'est un comportement, c'est un manque de passage à l'action. Donc, c'est un comportement qu'il faut changer. Mais il faut comprendre un truc qui est super important, c'est que quand on a un problème sur un niveau, on ne vient pas résoudre le problème sur ce niveau-là. C'est-à-dire, OK, j'ai envie d'arrêter de fumer, je vais pas te dire, bah, il suffit d'arrêter de fumer. J'ai envie de faire plus du sport, ben, il suffit que tu t'inscrives à une salle de sport. On ne peut pas attaquer le problème au niveau sur lequel il se situe. Il faut toujours attaquer le problème au niveau du dessous ou au niveau du dessus. Et c'est pour ça que la pyramide de Robert Dilts, si vous la connaissez, ou alors la notion de niveau logique, est super importante. C'est une pyramide qui vous montre tous les niveaux de problématiques. Vous avez juste à identifier à quel niveau se trouve votre problème et vous devez venir agir sur le niveau du dessous ou sur le niveau du dessus, sur les deux de préférence. Par exemple, la procrastination est un problème de comportement. En dessous du comportement, selon la pyramide de Robert Dilts, il y a l'environnement. Donc, il faut venir agir sur l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est ma maison, mon cercle amical, mon cercle sociétal, mon cercle familial, mais c'est aussi mon environnement intérieur, c'est-à-dire mes pensées, mes croyances et mes peurs dont je viens juste de parler. Donc, il va falloir agir là-dessus. Je vais agir sur le niveau du dessus qui est lié à mes capacités et à mes émotions.
Il va falloir de la gestion émotionnelle pour contrecarrer la procrastination et pas de la gestion du temps ou de la gestion du planning ou de l'organisation ou des to-do list. C'est pas ça. Là, on reste sur le niveau du problème, mais on veut aller au niveau du dessus. C'est les émotions et les capacités, de quoi je me sens cap, de quoi je me sens pas cap, et quelles sont ces émotions et qui vont agir, qui, en agissant dessus, vont agir sur mon mindset et vont me permettre de passer à l'action. Et je vais agir sur mon environnement. Est-ce que mon environnement est favorable au passage à l'action? Donc, environnement extérieur, mon chez-moi, et environnement intérieur. Ayant dit tout ça, quelles sont les solutions à la procrastination? Vous avez bien vu et vous avez bien compris maintenant que la solution, c'est pas juste de passer à l'action, c'est pas juste de se bouger, ça n'a rien à voir avec la fainéantise, ça n'a rien à voir avec tout ça. On a dit que le cerveau aimait le plaisir immédiat. Donc, si on veut attaquer la procrastination, on devra forcément venir installer du plaisir dans nos tâches. S'il y a une tâche qui me procure un inconfort incommensurable, faire le linge, ça m'éclate pas. Nettoyer les toilettes, ça m'éclate pas. Faire le ménage de façon générale, ça ne m'éclate pas. Mais si j'y mets du fun, du plaisir et de la récompense, ça va avoir tendance à un peu plus me motiver pour y aller. Donc, placer du plaisir là-dedans, donner du sens et reconnecter la tâche à ses valeurs est primordial et essentiel si on veut y aller. Si on ne voit pas quel est le sens de cette tâche, si on ne voit pas ce que ça va nous apporter, mais on n'a pas envie de le faire. Il y a autre chose de beaucoup plus important, et ça, c'est des conclusions scientifiques de Neil Lewis de l'Université du Michigan et de Daphna Osserman, qui est à l'Université de Californie du Sud. Donc, ils ont mené plein d'études qui ont conclu, donc, au final, qu'il fallait une deadline qui se compte en jours et pas en mois ou en années si on veut avancer. Quand on a un objectif, plus l'objectif est proche, plus on va lui donner une cible prioritaire inconsciente dans notre tête, plus on va sentir l'énergie de la motivation qui va jaillir et qui va bouillir et jaillir, puisque plus l'échéance est proche, plus on va passer à l'action rapidement. C'est pour ça que quand vous avez des objectifs, moi je dis toujours un objectif sans deadline reste de l'ordre de la pensée ou du rêve. Il ne va jamais se matérialiser. Quand vous avez des objectifs, c'est à vous de poser des deadlines et des deadlines assez proches. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, non mais Mounia, moi j'avance très très vite dans le stress, je suis une procrastinatrice, je suis efficace à la dernière minute. Efficace à la dernière minute, oui, mais quel prix tu as payé pour être efficace à la dernière minute? C'est au détriment de ta santé, même si tu t'en rends pas compte tout de suite. En fait, il y a un stress qui est généré et c'est pas du bon stress, c'est du mauvais stress. Si vous avez un objectif qui est dans un an, il va vous falloir le décomposer sur des échéances beaucoup plus courtes et le décomposer en sous-objectifs pour avoir ce carburant et cette envie et cette motivation pour avancer au jour le jour. D'ailleurs, il y a un exercice que je fais très souvent avec mes clientes, c'est un exercice de simulation de mort imminente pour montrer aux gens que s'il leur restait très peu de temps à vivre, ils passeraient à l'action dans des situations ou dans des choses qui sont très, très importantes pour elles. Alors, c'est pas un exercice qu'on peut appliquer vraiment ici, dans le sens où si t'as pas envie de remplir ta fiche d'impôt, que je te dise que tu vas mourir dans 7 jours, tu vas avoir plutôt tendance à me dire cool, je vais échapper à ça. Donc là, c'est plutôt cool, ça te motive pas plus que ça à remplir ta fiche d'impôt. Mais si par exemple, je te dis que tu vas mourir dans 7 jours, donc il va falloir que tu dises à toutes les personnes que tu aimes que tu les aimes alors que tu n'as jamais osé le faire, là peut-être que ça va te motiver, purée, je peux pas mourir sans faire ça, il faut que je transmette de l'amour, il faut que je partage ça avec des personnes, il faut que je leur dise ce que je pense. Voyez à quel point c'est important là cette notion de d'urgence, une simulation d'urgence. Il y a urgence, donc je passe à l'action. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cadre de la procrastination. Tant qu'il n'y a pas d'urgence, ben on se la coule douce, tranquille, pépère. Jusqu'au moment où on se dit, ah mince, j'ai un projet à rendre dans 2 jours et j'ai rien fait. Votre cerveau, pendant tout ce temps, il y a pensé à ce projet. C'est douloureux, ça. C'est douloureux de le ressasser tous les jours, d'y penser tous les jours et de ressasser tous les jours que purée, vous avez un truc à rendre et vous n'avez rien fait. Mais dans votre tête, comme il n'y a pas de récompense immédiate, vous pensez que c'est beaucoup plus simple de laisser à la dernière minute et de vous en occuper à la dernière minute que de faire ça maintenant et d'être dans la douleur du passage à l'action. Mais c'est juste un leurre, c'est juste une illusion parce que douleur, il y a et il y aura dans tous les cas. Choisissez la bonne.
Autre étude qui a été réalisée par Timothy Wilson, qui est un psychologue de l'Université de Virginie et qui a publié un superbe article dans le magazine Science en 2014. Donc, ce psychologue a fait plusieurs expériences avec des jeunes, des personnes moins jeunes, de plusieurs milieux sociaux, dans plusieurs environnements, et il a conclu qu'en fait, le cerveau préférait effectuer une tâche, aussi douloureuse et pénible soit-elle, que de ne rien faire du tout. En gros, le cerveau déteste l'ennui, le cerveau déteste se faire chier, le cerveau, il veut faire des choses. C'est pour ça que la méditation, c'est super compliqué parce qu'on vous demande de rien faire et on vous demande d'inhiber un peu le cerveau, mais le cerveau, il n'arrive pas à être inhibé. Lui, il veut être en activité. C'est juste naturel et humain. Ce qui a été démontré dans cette étude est super intéressant puisque le cerveau n'a pas envie de s'ennuyer. Il préfère faire n'importe quelle tâche que de ne rien faire du tout. Alors, quand on procrastine, c'est qu'on ne veut pas faire la tâche qui nous paraît lourde, qui nous paraît pénible. Ça veut dire que on peut nous retrouver dans un environnement où notre cerveau va préférer faire cette tâche-là qui nous paraît pénible et sur laquelle on a procrastiné pendant des années et des années, ou des mois et des mois et des semaines, que de ne rien faire du tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre environnement, on a plein de distractions. On est surstimulé, on est surdistrait, on est hyper investi. Il y a les réseaux sociaux, il y a la technologie, bref, on a des images, des sons, des couleurs, des stimulations un peu partout qui viennent attirer notre attention et qui viennent détourner notre concentration et notre focus. Mais si on arrive à se mettre dans un environnement où il n'y a absolument rien d'autre à faire que la tâche qu'on n'a pas envie de faire en question, on n'aura pas d'autre choix que de vouloir, de désirer faire cette tâche plutôt que de ne rien faire. Donc, Timothy Wilson, en fait, a mis des gens dans des salles où il n'y avait rien. Ils n'avaient le droit ni à leur téléphone, ni à un livre, à rien du tout. Il n'y avait pas de décoration sur les murs. Ils ne pouvaient pas manger, ils ne pouvaient pas consulter leur téléphone. Ils n'avaient absolument rien. Et ils étaient juste exposés au divertissement de leurs propres pensées. Ça a été une terrible souffrance pour eux. Ils n'ont pas réussi à supporter ça. Maintenant, il les a replacés dans le même environnement où il n'y a absolument rien, sauf un appareil qui permet de vous injecter des chocs électriques. Non, mais terrible. Écoutez bien ça. La majorité qui a préféré s'infliger un choc électrique plutôt que de ne rien faire et juste d'être exposé à ses propres pensées et à la réflexion. Juste réfléchir. On préfère s'infliger une douleur physique qui peut être même mortelle plutôt que juste rester posé là face à nous-mêmes et à ce qui se passe et à ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Il y a même un gars qui s'est infligé 180 chocs électriques en 15 minutes. C'est pour vous dire à quel point c'est douloureux de rester juste avec soi-même et ses pensées. Quand on sait que quand il n'y a pas de distraction, quand il n'y a pas de stimulation, quand on fait taire les distractions autour de nous, eh ben, on va préférer passer à l'action et effectuer la tâche qu'on n'a pas envie d'effectuer pour contre-attaquer la procrastination. Donc, il n'est pas question de vous planter les doigts dans une prise électrique, bien évidemment, mais vous permet d'avoir les notions de base. Si on récapitule, on identifie nos peurs. Quelles sont les peurs qui m'empêchent d'avancer? Pourquoi je procrastine cette tâche? Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? On travaille là-dessus. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo qui vous dit exactement comment travailler une peur secondaire, donc une peur inhibitrice qui vous empêche de passer à l'action, regardez-la, je vous la mets juste ici. Et la deuxième chose, c'est de mettre des deadlines assez rapprochés, assez proches pour mettre votre cerveau dans un état d'urgence. Et la troisième chose, c'est d'éviter les distractions lorsque vous avez besoin de vous focaliser sur une tâche qui vous peine et qui ne vous donne pas envie d'y aller. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Vous voyez que j'aborde des sujets concrets de la vie quotidienne, de développement personnel dont on traite un peu partout, mais sous un autre angle de vue. Donc, c'est bien beau de dire oui, la procrastination, il suffit de se bouger et de mettre des actions en place. Non, il ne suffit pas de se bouger. Il est question d'harmoniser son cerveau et ça, c'est pas quelque chose de facile, à moins qu'on comprenne comment on peut faire ça. Je vous laisse maintenant avec moi quand j'ai vraiment pas envie d'y aller et je vous dis à la semaine prochaine.